Bien, bonjour à tous, bon après-midi. Et puis on va attaquer sur le premier exposé donc qui traite de façon un petit peu générale de l'élevage et de son rôle, enfin, du rôle qu'il a ou qu'il doit avoir dans des systèmes alimentaires durables. L'idée, c'est, au-delà des discours simplistes qu'on entend un peu trop en ce moment sur faut réduire l'élevage et le monde sera meilleur, peut-être des choses plus intelligentes à dire. Alors moi, je suis Jean-Louis Perrault, donc ça a été dit, chercheur à l'INRA, à la direction scientifique à Paris. Donc j'étais en charge de tout ce qui concerne les recherches sur l'élevage, toute filière. Et j'ai surtout beaucoup échangé, travaillé à Bruxelles avec la commission, la DG Agriculture, Environnement, Climat, ce qui permet d'avoir une vision un peu globale. C'est quand même à Bruxelles que beaucoup d'enjeux se jouent. Alors, première partie sur les enjeux de l'élevage et deuxième partie sur les moyens de faire des progrès. Alors ça, je vais passer assez vite sur les enjeux parce que je pense que tout le monde les a à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture s'est développée de façon en fait très linéaire depuis la loi Pisani dans les années 60, après-guerre en fait. Il fallait produire pour manger parce qu'on ne produisait pas assez. Et on a assimilé la performance des systèmes à la performance d'une unité de production du système. Pour nous, l'unité de production, c'était l'animal. Vous voyez quelques courbes qui vous montrent l'évolution de l'indice de consommation des volailles, la production laitière par lactation des vaches, l'indice de consommation des porcs, et dans le domaine du végétal, l'augmentation des rendements en blé. Tout ça, c'était linéaire, fantastique. Très fort gain de productivité, forte spécialisation des territoires, évidemment, parce que du coup, on s'est spécialisé. On a mis les cochons à l'ouest et les céréales au centre de la France, dans le bassin parisien. Il y a eu régression de la polyculture élevage globalement, et tout ça, ça a été permis parce qu'on a importé de plus en plus d'engrais, de synthèse chimique et de soja. Alors ce système, il a bien fonctionné, mais aujourd'hui, on en voit un certain nombre de limites. Bon, quand on parle d'élevage, on est tout de suite derrière les gaz à effet de serre, et c'est vrai que l'empreinte carbone d'un kilo de viande ou d'un kilo de blé, c'est pas la même. On pense pollution par le nitrate ou par les émissions d'ammoniac. On voit sur la carte d'Europe, plus c'est vers le rouge mauve, plus c'est intense en émissions. Donc on retrouve l'ouest de la France, le Danemark, la Belgique, la plaine du Pô en Italie. Mais ça touche aussi ces questions touchent aussi l'agriculture agronomique. Quand on regarde la carte des sols, du carbone des sols, on voit qu'il n'y a plus de carbone dans les sols de grande culture. Il y en a encore beaucoup dans les sols de prairies. Quand on regarde l'utilisation des pesticides, c'est bien dans la zone de la grande zone des céréales où c'est le plus noir. Dans les zones d'élevage, c'est beaucoup plus clair. Quand on regarde la perte de biodiversité, tout le monde est un peu responsable et ça ne fait que diminuer. Et le pire de tout, c'est quand on voit que nos systèmes aujourd'hui, qui étaient basés sur la productivité, même là, ça ne bouge plus, puisque vous voyez ici les courbes de rendement en blé depuis les années 2000, ça n'augmente plus. Donc si on veut produire par unité de surface, plus qu'aujourd'hui par exemple, il ne faut pas faire que du blé, il faut faire autre chose. Alors, toutes ces évaluations-là ressortent d'une méthode qui est l'analyse de cycle de vie. On compte tout ce qu'il faut pour faire un produit, on regarde le produit, et puis on compte les points de ce qu'il a coûté. Et alors, on a des messages hyper simplistes. Les gaz à effet de serre, 14% et demi des gaz à effet de serre de la planète liés à l'activité de l'homme, c'est l'élevage. 80% de l'azote, voire 90% de l'ammoniac, c'est l'élevage. Que l'élevage est particulièrement inefficace, il faut 3 à 15 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales. Donc, si possible, plus d'élevage et mangeons du végétal, ça sera plus efficace. Et puis, l'élevage utilise beaucoup de surface. Et puis, derrière ça, il y a tout un ensemble de scénarios qui sont construits, qui donnent des idées aux politiques, que ce soit à Bruxelles ou en France, où il apparaît toujours qu'il y a une seule solution pour résoudre toutes ces questions-là, c'est réduire l'élevage. Alors, Solagro est un exemple, l'IDRI est un autre exemple. L'IDRI est très influent à Bruxelles. Le Shift Projet avec Jean Covici, c'est réduisons l'élevage et puis ça ira. Et puis l'ADEME fait aussi plein de scénarios comme ça. Alors, il y a deux derniers scénarios qui sont, on va dire, un peu plus pondérés, qui viennent de l'INRA et de ce qui se fait sur la stratégie nationale bas carbone avec France 2030, où on dit, oui, il faut baisser un peu l'élevage, sûrement un peu, mais il y a aussi des gains d'efficience à faire. Donc tout ne repose pas que sur la diminution de l'élevage. Alors pour autant, il y a quand même des stratégies nationales qui sont mises en place. Alors elles ne sont pas toujours simples à suivre, mais en gros l'élevage représente 12% des émissions nationales. Ça a été vachement mis sur le devant de la scène par le rapport de la Cour des comptes.
Et puis, il y a des plans qui sont mis en place. Alors, il y a la stratégie nationale bas carbone 2, puis il y a la 3 qui est en train de se mettre en place. Et vous voyez des idées de réduction. Il faut que l'agriculture réduise de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 2015. Puis même, on va être encore un peu plus ambitieux après. Mais en tout cas, ce qui a été dit par les ministères de l'agriculture et de l'environnement, c'est que l'agriculture française doit réduire ses émissions de 13 millions de tonnes d'équivalent CO2. Alors ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, ce chiffre, mais ça veut dire 6 millions de tonnes sur les engrais et 5 millions de tonnes liées à l'élevage. 5 millions de tonnes liées à l'élevage, c'est d'abord le méthane entérique des ruminants. Alors, effectivement, on demande moins à l'agriculture qu'aux autres secteurs, mais il faut faire attention parce que si vous voyez, ici c'est la courbe des émissions du secteur industriel qui baisse très fort alors que celui de l'agriculture ne baisse quasiment pas. Donc si le secteur agricole ne fait rien, je vous fiche mon billet que dans 10 à 15 ans, il sera accusé comme étant le principal responsable du réchauffement climatique à l'échelle de la France. Et puis donc on focalise beaucoup sur le ruminant parce qu'il y a un accord national et même international qui a été signé à la COP27 à Glasgow qui dit qu'il faut réduire le méthane de 30%. Et qu'effectivement, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est responsable d'une partie du réchauffement climatique, pratiquement la moitié, d'après le GIEC. Et comme c'est un gaz à effet de serre qui ne reste pas longtemps dans l'atmosphère, si on le réduit, ça réduira très vite sa concentration. Parce que là, le gaz carbonique émis par la voiture de vos parents, il est toujours dans l'atmosphère. Le méthane émis par les vaches de vos parents, il a disparu de l'atmosphère. Donc, ça met une pression de plus sur l'élevage. Alors, derrière ça, il faut avoir des bons arguments pour dire « Oh là là, mais attention, c'est pas si simple que ça, la vie ». Première chose, c'est... Regardez la courbe en haut, là, c'est une petite simulation que j'ai faite sur la partie des recensements agricoles depuis les années 1860 en France. Et vous voyez que le nombre de vaches, on a aujourd'hui à peu près le même nombre de vaches qu'en 1860. Donc ça relativise quand même beaucoup le discours. L'élevage, il est responsable du réchauffement climatique. Non, ce qui est responsable du réchauffement climatique, c'est le fait qu'on a des voitures, qu'on chauffe nos appartements, qu'on a de grandes maisons et qu'on prend l'avion. Ce n'est pas le fait qu'on mange un peu de steak. Alors, si on réduit quand même l'élevage, attention, si on ne réduit pas la consommation, on va importer. Et importer, ce n'est pas que du bonheur. D'abord, on ne produit plus chez nous, et puis on augmente les gaz à effet de serre à l'échelle de la planète. Regardez le petit graphique ici. En bleu, c'est le lait, en vert, c'est la viande. L'Europe, c'est le petit truc tout à fait à droite, là-bas, tout petit. Et regardez par rapport à l'Amérique latine, Brésil, on parle d'accord du Mercosur. Si on importe de la viande du Brésil, c'est une viande qui coûte 3 fois plus cher en gaz à effet de serre que la viande qu'on produit chez nous. Donc on a quand même tout intérêt à produire la viande chez nous et pas de l'importer. Bon, ça, c'est des messages qu'il faut faire passer aux politiques. Conséquence du retournement des prairies. Si on a moins de ruminants, on aura moins de prairies. Et ça, c'est un graphique d'un projet européen que j'avais conduit qui montre que moins il y a de ruminants, c'est les points rouges, moins il y a de prairies. S'il y a moins de prairies, on va la retourner, on va déstocker le carbone qui est stocké. Donc ça contribuera fortement au réchauffement climatique. On va perdre de la biodiversité. La prairie permanente, c'est le biotope le plus riche en biodiversité. En zone de montagne, on va remplacer la prairie par de la forêt, au mieux, peut-être par des friches, sauf qu'avec le réchauffement climatique, la forêt, elle brûle, elle stocke de moins en moins de carbone. En plaine, on va remplacer la prairie par des grandes cultures. Les grandes cultures, elles utilisent des pesticides, pas la prairie. Donc on va perdre sur tous les tableaux, en fait. Et puis je ne parle pas du devenir des zones marginales en montagne. Donc on a intérêt à maintenir l'élevage, à voir quel élevage et comment on fait. Donc quelles sont les voies de progrès pour réenchanter l'élevage en France ? Alors je dirais, il y a beaucoup un discours des filières qui est de dire « oui, on émet des gaz à effet de serre, mais c'est de moins en moins. Oui, en Bretagne, l'élevage fait des algues vertes, mais on réduit les émissions d'azote de plus en plus. » C'est quand même un discours qui est « on est malade, mais on soigne, mais on est toujours malade. » Et je pense qu'il faut vraiment changer le discours et dire l'élevage, il est indispensable en fait. Et il est indispensable pour plusieurs plans. D'abord, il recycle des biomasses que nous, on ne peut pas consommer. Quand on mange du sucre, on ne mange pas les pulpes de betterave, par exemple. Bon, il produit des engrais organiques qui sont très intéressants par rapport aux engrais minéraux, je vais y revenir. Il facilite la diversification des cultures. Ça, c'est un point très, très important qui est toujours passé sous silence, alors que c'est peut-être le plus gros avantage de l'élevage. Et puis, il produit des services écosystémiques, notamment via la prairie, j'y reviendrai. Et donc, il faut rechercher de nouvelles synergies entre culture et élevage, donc réinventer une politique culture-élevage du XXIe siècle. C'est sûrement pas de faire tout dans la même ferme, mais c'est de raisonner à l'échelle d'un territoire comment on organise l'agriculture.
Et que donc, les conclusions qui sont tirées jusqu'à présent par ces foutues analyses de cycle de vie, qui ramènent tout au kilo de steak ou au kilo de farine, ben, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner l'agriculture. Il faut raisonner l'agriculture, on produit un panier qu'on va manger. Et on ne produit pas que d'un truc ou que d'un autre. Alors juste un petit point pour vous montrer un peu comment je vois la suite pour les progrès. On a 3 mots-clés en fait. Il y a un mot-clé qui va être l'efficience, un mot-clé qui va être circularité et un mot-clé qui va être diversité. Vous rassemblez les 3 ensemble et ça fera agroécologie si vous voulez. Alors l'efficience, ça a toujours été important, c'est un discours qui est bien rodé dans les acteurs des filières animales, c'est celui qu'on a en ce moment, bah, oui, on va utiliser de moins en moins d'intrants pour produire. Donc effectivement, on utilise de moins en moins d'intrants, donc on puise de moins en moins dans une ressource qui n'est pas inépuisable. Hein. La ressource, c'est l'énergie, c'est la surface, c'est... Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle l'intensification durable, la sustainable intensification chez les Anglais. On produit autant en mettant moins d'intrants. Mais ça ne permet pas de reconstituer la qualité des écosystèmes. Alors l'unité de production, c'est ce que je vous dis, c'est un animal, c'est un hectare de terre, ça peut être un troupeau, ça peut être une ferme, on peut se mettre à différents niveaux. La circularité, c'est comment on fait de la reconnexion entre toutes ces unités, entre une vache et ses surfaces qui servent à l'alimenter, entre un cochon et une vache dans une exploitation qui a les deux types de production. Donc derrière, ça va être voir comment on peut organiser l'agriculture pour régénérer la qualité des écosystèmes, quelles sont les nouvelles synergies qu'on peut avoir entre culture et élevage, comment il faut les organiser, et comment l'élevage peut bien valoriser les nutriments. Puis le dernier point, c'est la diversité. On entend trop souvent des gens qui s'opposent sur les systèmes. Il n'y a pas un bon système. La diversité, d'abord, c'est un objectif en soi. Hein. Quand on parle de biodiversité, on veut plus de diversité. Et puis, c'est aussi un outil. C'est parce qu'on a des systèmes qui seront très divers que demain, on pourra accroître la résilience de nos systèmes de production, de notre système de production agricole. Donc, diversité des systèmes, c'est en ruminant, c'est plus ou moins herbagé, c'est pas que du bovin, mais aussi avec de la volaille et du porc, c'est des cultures et de l'élevage. Et puis, cette diversité, il faut la gérer depuis la génétique des individus, les unités de production ou les systèmes. Donc, 3 mots-clés. Efficience, circularité et diversité. Et je vais vous les illustrer dans les diapos qui suivent. Alors, première illustration, il faut réduire les gaz à effet de serre. Alors, moi, personnellement, je ne fais pas une fixation sur les émissions de GES de l'élevage. Simplement, l'agenda politique est tellement pressant sur ce thème-là qu'on ne peut pas faire sans, quoi qu'on en pense. Et ce qu'il faut, c'est le faire dans des stratégies qui sont gagnantes-gagnantes, win-win, qui permettent de gagner sur les gaz à effet de serre, mais sans dégrader, voire en gagnant sur d'autres performances de l'élevage. Et ça va être un peu le fil conducteur, finalement, du reste des diapos. Alors, si on veut raisonner notre système de production à l'échelle d'une exploitation, par exemple, ou d'un territoire, on a l'animal et le troupeau, on a les effluents, on a la surface, l'utilisation des surfaces, et on a les aliments que l'on donne aux animaux, éventuellement des aliments importés dans certaines situations. Alors pour l'animal, là on peut jouer sur l'efficience. Alors je vous ai mis sous fond vert des facteurs qui jouent sur l'efficience. Par exemple des animaux qui émettent peu de méthane à même quantité de production. Des animaux qui sont plus robustes, qui vont vivre plus longtemps, donc on aura moins besoin de renouveler le troupeau. Ça peut être de faire de la viande à partir du troupeau laitier. On peut quand même en France se poser la question, mais donc pourquoi on a 3,5 millions de vaches allaitantes pour faire des veaux qu'on envoie en Espagne et en Italie et qu'on ne fait pas la viande chez nous? En clair, les Italiens ils font la viande et nous on a les gaz à effet de serre de la mer. Donc je pense que c'est des organisations comme ça de filières qu'il faut revoir. Sur les effluents, ça va être la gestion des effluents, une bonne gestion agronomique. Mieux on utilisera les effluents, moins on aura besoin d'engrais minéral, qui coûtent cher en GES. Sur l'utilisation des prairies, Luc va en parler juste après, sur la gestion des prairies, mais il y a encore beaucoup de territoires en France où la prairie est quand même assez fortement sous-valorisée. Alors, ce n'est pas trop le cas à l'ouest, mais dans d'autres territoires, ça l'est en France. Et puis sur l'alimentation, il faut retravailler sur les fourrages, limiter les pertes. Oui, quand on fait un fourrage conservé, on perd en qualité par rapport à de l'herbe verte. Comment on peut perdre moins ou utiliser plus d'herbe verte? Travailler sur l'alimentation de précision, alors un peu moins chez les ruminants, mais quand on est en porc ou en volaille, c'est des techniques qui peuvent avoir de l'importance. Et puis il y a les additifs alimentaires qui peuvent être un palliatif à certains moments. Additifs alimentaires type acide gras polyinsaturé ou 3-NOP en élevage laitier.
Et puis, il y a des solutions qui proviennent vraiment de la circularité. Alors là, c'est par exemple la méthanisation. Donc là, on fait de l'énergie en plus du lait ou de la viande. On va développer des stratégies, je vais vous en montrer un exemple, de bioéconomie des effluents. On va considérer les effluents comme une matière première très riche et on va essayer d'en extraire des composés qui peuvent se vendre. Sur l'utilisation des surfaces, c'est toutes les pratiques qui vont faire du stockage de carbone. Et là, ça n'intéresse pas que l'élevage. Les prairies, les cultures intermédiaires valorisant de l'énergie, l'agroforesterie, les légumineuses qui fixent l'azote atmosphérique, la diversification des cultures, et les légumineuses, elles font aussi moins de méthane chez les ruminants. Alors, en faisant toutes ces actions-là, alors d'ailleurs, dans une ferme donnée, tout ne sera pas pertinent, mais c'est l'ensemble, là c'est pour la ferme moyenne France, on va gagner bien sûr en émissions de méthane, mais on va gagner aussi sur les émissions d'ammoniac, on va utiliser moins d'énergie fossile puisqu'on a des légumineuses, on va travailler sur l'autonomie protéique puisqu'on va avoir plus de cultures diversifiées pour nourrir les troupeaux et moins besoin de soja importé. On va essayer de limiter la compétition entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Et puis on va faire de la biodiversité et de la fertilité des sols. Et là, avec une stratégie comme ça, on peut gagner 30 à 40% des émissions de gaz à effet de serre du troupeau bovin français, ce qui en gros fait plus de la moitié de l'effort qu'on lui demande. Donc comme on a déjà réduit les effectifs par le passé, aujourd'hui c'est vraiment de travailler sur cette approche-là pour gagner en efficience. Alors je vais passer cette diapo, puisque je vous l'ai dit oralement. Je vais venir maintenant sur... Donc retenez que sur l'élevage, on peut vraiment travailler sur des animaux plus efficients, qui font plus de lactation. Donc on élève trop de génisses pourvu les kilos de lait qu'on fait. Et puis si on faisait de l'engraissement à partir des veaux du troupeau laitier, on aurait une viande qui aurait un coût carbone beaucoup plus faible, enfin 2 fois plus faible que celle qu'on produit aujourd'hui en fait en moyenne. Deuxième point, c'est transformer un problème en un atout. Et ça, c'est les effluents d'élevage. Les effluents d'élevage, c'est une ressource qui est très abondante en fait à l'échelle française. J'ai retrouvé ici les derniers chiffres de l'Observatoire de la fertilisation. Il y a autant d'azote dans les effluents d'élevage qu'il y en a dans les engrais minéraux qu'on achète. Et ces effluents d'élevage, c'est d'abord des effluents de bovins en France. L'intérêt, c'est que l'élevage, avec une bonne valorisation des effluents, il ne coûte pas très cher en gaz à effet de serre. Et là, on retourne la veste par rapport à ce qui est dit sur les gaz à effet de serre et le coût carbone de la viande. Parce que comme on met tous les gaz à effet de serre d'un animal pratiquement sur sa viande, on ne met rien sur le reste. Alors sur le reste, les effluents, c'est un coproduit des animaux. Donc c'est un engrais qui ne coûte rien à synthétiser, contrairement à l'ammonitrate ou à l'urée, qui coûte très très cher en énergie et très très cher en protoxyde d'azote. Vous voyez ici, les effluents d'élevage, ça émet 10 fois moins pour 1 kg d'azote épandu que de l'ammonitrate. Donc on a tout intérêt à bien valoriser ces effluents. Par contre, les effluents d'élevage, ils ont des pertes d'ammoniac de 20 à 30%, mais il y a des techniques pour limiter ces pertes. Leur gros problème, c'est la répartition hétérogène. Il n'y a pas assez d'azote des effluents d'élevage sur certains territoires, et il y en a bien trop sur d'autres, avec une photo de plage en Bretagne ici. Donc l'idée, c'est de recoupler. Alors comment on peut recoupler l'élevage et les cultures pour bien valoriser ces effluents? Alors je dirais localement, on peut faire des choses, mais quand on est dans un territoire qui est en excédent d'azote structurellement, ça va être difficile. Mais ce n'est pas le cas dans tous les territoires quand même. Alors on peut mieux utiliser au sein d'une exploitation, on peut mieux utiliser entre exploitations, et on voit aujourd'hui apparaître sur le terrain des collaborations entre agriculteurs et éleveurs qui s'échangent. Je t'achète un peu de céréales ou de la luzerne que tu as mis dans ta rotation de céréales, et en contrepartie, je te fournis de l'engrais. On peut réduire les émissions d'ammoniac par plein de systèmes, les couvertures des fosses, de l'apport de lisier localisé, et puis la meilleure méthode, c'est le pâturage. Parce que là, il y a une restitution directe de l'animal sur le sol, il n'y a plus de conservation d'effluents et plus de perte d'ammoniac, ou en tout cas très très peu. Et puis, la deuxième chose, c'est ce que j'appelle la bioéconomie circulaire, c'est-à-dire prendre les effluents, les considérer comme une matière première riche et en faire des extractions de quelque chose. Alors, on peut extraire de l'azote et du phosphore et en faire des engrais organiques, minéraux, qui sont exportés. On peut faire de l'énergie, méthanisation, et on peut même avoir, au bout du compte, quelque chose de résidu, qui est l'eau, qui sert à irriguer. Donc, voilà, ou faire de la production de compost. Par exemple, les Hollandais, aujourd'hui, ils développent des techniques pour extraire des enzymes depuis les effluents d'élevage, et ils commercialisent les enzymes.
Ces effluents d'élevage, c'est plein de bactéries, plein de microbes, donc il y a des activités enzymatiques à récupérer. Donc là, il y a tout un secteur économique à développer. Et puis ces effluents-là, une fois qu'ils sont traités, du coup, c'est plus facile à les exporter dans d'autres territoires, à défaut de remettre de l'élevage dans d'autres territoires pour en décharger là où il y en a de trop. Deuxième avantage de l'élevage, c'est l'élevage mange d'abord des aliments que nous, on ne peut pas manger. Plus de la moitié, voire 100% des aliments que mange un animal sont des aliments qui ne sont pas consommables par l'homme. Alors c'est bien sûr les fourrages, alors au premier rang desquels la prairie. Ça peut être aussi les fourrages annuels. C'est un peu plus compliqué parce que des surfaces consacrées à faire de l'ensilage de maïs, on peut faire autre chose. Surface consacrée à l'herbe, elle produit des services écosystémiques, c'est plus valorisant. Il y a les coproduits, et puis il y a tout ce qui est résidus de culture et de toutes les autres biomasses qui sont beaucoup de gisements qui sont très mal exploités aujourd'hui. Et en fait, quand on regarde vraiment cette compétition entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine, et qu'on ne dit pas, oui, pour faire 1 kg de protéines de viande ou de lait, il faut entre 3 et 15 kg de protéines végétales, il faut regarder que les protéines végétales, que l'animal mange, mais que nous, on pourrait manger. C'est avec ce critère-là qu'on a la compétition. Ce n'est pas avec les protéines totales. Tant qu'une vache broute de l'air, moi, je ne sais pas, moi, sur le deuxième plateau du Jura, je n'irai pas le brouter, le plateau. Donc, c'est très bien que ce soit la vache qui le fasse. Et là, on se rend compte qu'il y a un animal qui est particulièrement efficace, c'est la vache laitière, puisque la vache laitière, de fait, pour la production de protéines, n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine. Elle est même productrice nette de protéines, par son lait et par son veau, en système herbagé, puisqu'elle produit 2 kg, en France, en moyenne dans les systèmes français, elle produit 2 kg de protéines dans le lait et sa viande, pour 1 kg de protéines végétales consommées par la vache, qui seraient consommables par l'homme. Alors cette protéine-là, c'est un peu le tourteau de soja, c'est un peu les protéines de maïs dans l'ensilage. Puis vous voyez, les autres filières peuvent aussi être très efficaces, notamment le porc. Des ateliers porcins qui valorisent beaucoup de coproduits sont des ateliers qui produisent des protéines plus qu'ils n'en consomment. Volaille est un animal efficace, mais qui doit toujours être nourri avec des aliments de très bonne qualité. Donc son alimentation intrinsèquement est plus en compétition avec l'alimentation humaine, mais on est autour de l'équilibre. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, l'intensification qu'on a poussée, par exemple, sur le lait, aujourd'hui, une vache laitière qui fait son lait avec du maïs soja, elle fait 1 kg de protéines pour 1 kg de protéines qu'on aurait pu manger sous forme végétale. Alors, c'est sûrement plus sympa de manger du fromage que de manger 1 kg de protéines de soja, mais quand même. Mais quand elle est à l'herbe, elle en fait 2 pour 1. Troisième point important, sur lequel on passe trop rapidement en général, fait qu'il n'est pas considéré, c'est l'animal, il mange tout, et donc il est vraiment là pour diversifier les cultures, les rotations, les assolements. Alors j'en prends 2 exemples. Premier exemple, c'est l'exemple des biocarburants. Dans les années 2000, on a développé le colza parce qu'il fallait produire de l'énergie, c'était merveilleux. Et on est passé de 100 à 200 000 hectares de colza à pratiquement 1,5 million d'hectares. Et pendant ce même temps, on n'a pas vu d'accumulation de tourteaux de colza, pourtant lui, il ne servait pas à faire de l'énergie. C'est simplement qu'il a été mangé par les animaux, à la place du soja. L'autre exemple, c'est le pois. Avant la réforme de la PAC 92, on produisait 800 000 hectares de pois en France. Puis après 92, il y a eu des problèmes sanitaires sur le pois. L'Europe a mis à subventionner les céréales et plus les protéagineux. Les agriculteurs ont répondu au signal. Ils ont réduit leur surface en pois jusqu'à quasiment rien. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les cochons ne mangent quasiment plus de pois, mais ils en mangeaient beaucoup. Donc il n'y a pas de raison. Les porcs, même les vaches laitières, pourraient manger des quantités importantes de pois s'il y en avait sur le marché. Simplement, il n'y en a plus. Alors l'élevage, de ce point de vue-là, il peut aider à diversifier les rotations et à faire beaucoup plus de légumineuses. Et ça, c'est de la stratégie gagnant-gagnant. Un petit calcul de coin de table que j'ai fait qui montre que, finalement, si on mettait 10% de protéagineux dans les aliments de porc, 20% de protéagineux dans les aliments de porc, 10% dans les aliments de bovins et 5% dans les aliments de volaille, compte tenu de ce que les données du Syndicat national des aliments du bétail, le SNIA, donnent, on pourrait valoriser 1,5 million à 2 millions d'hectares de protéagineux ou d'oléoprotéagineux en France. C'est-à-dire que l'élevage serait capable de manger cette production-là. On ne fera jamais autant de surface en oléopro en France. Mais ça veut dire que l'élevage, il est capable de faire changer complètement les rotations en France. Contrairement à nous, parce qu'on nous bassine le plan nutrition, santé français, il faut manger beaucoup plus de légumineuses. C'est vrai que ça serait bien pour notre régime.
Mais même si on mangeait des légumineuses matin, midi et soir, quand on en aura produit 300 000 hectares, on aura nourri les 66 millions de Français. Donc c'est bien le facteur d'échelle, là, pour changer les rotations, c'est bien l'élevage, c'est pas notre alimentation. Puis l'élevage, accessoirement, il mange aussi, quand c'est des ruminants, de la luzerne. Ce qu'il faut regarder, enfin, moi, je milite vraiment pour un changement du modèle agricole pour être tout autant productif qu'aujourd'hui, mais de façon différente. Aujourd'hui, on a un modèle qui est assez schématiquement, on a de la prairie pour les ruminants, des cultures dédiées pour les ruminants, bon, de l'ensilage de maïs souvent, et puis des productions de graines pour les animaux et puis pour nous. En fait, il faut aller vers un système beaucoup plus diversifié, où on remettrait, je mets le conditionnel, des prairies dans les rotations céréalières, notamment des luzernes, des trèfles, plus d'intercultures qui peuvent être valorisées par les animaux ou retournées pour faire de la matière organique dans les sols, et beaucoup plus de cultures à double finalité. Alors, typiquement comme le colza dans les années 2000, on fait de l'huile et des protéines avec, les protéines pour l'animal et l'huile pour la conso humaine ou pour d'autres utilisations, énergétiques ou autres. Et puis des cultures associées, des mélanges céréales protéagineux qui peuvent être récoltés en graines ou récoltés en fourrage, selon le besoin à un instant T. Et puis les graines, on peut avoir dans les graines un mélange blé protéagineux. Le protéagineux va en alimentation animale, beaucoup, et puis le blé repart en alimentation humaine. On sait trier les grains à la récolte. Et puis la technique, l'agroforesterie, qui permet de stocker plus de carbone dans les sols, fournit de l'ombrage aussi aux animaux. Alors ça, cette vision-là, cette diversification des cultures, les agronomes la mettent beaucoup en avant pour des tas de raisons. Vous voyez le petit graphique, là, en vert, c'est le nombre de publications où l'effet d'une diversification des cultures a été très positif sur la durabilité du système, alors que ce soit la fertilité du sol, les rendements, la séquestration de carbone dans le sol, l'utilisation des produits phytos. Donc tout va dans le bon sens quand on a des cultures plus diversifiées. Et merci l'élevage de valoriser toutes ces cultures-là et de leur trouver un marché. Et pour l'élevage, c'est bien sûr plus de protéines, donc plus d'autonomie protéique, moins de surfaces dédiées, parce que si on a des surfaces qui servent à faire à la fois de l'aliment pour l'homme et de l'aliment pour l'animal, c'est autant de gagner. C'est plus des surfaces complètement dédiées à l'animal. C'est moins d'émissions de GES du fait des légumineuses, et puis de plus d'importation de soja. C'est de la résilience face au changement climatique, parce que beaucoup plus de cultures. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué à gérer. Structure, autre point, c'est la prairie et son stockage de carbone. Bon, je passe rapidement là-dessus, mais on voit que le carbone, il y a énormément de carbone stocké sous prairie. On peut en stocker encore plus avec des pratiques adaptées. Et surtout, dès l'instant où on retourne une prairie pour refaire en culture, on a un très fort relargage de carbone. Et en fait, on va perdre à l'échelle française, si on réduit de trop les ruminants, tout ce qu'on va gagner en émissions de méthane, on va le perdre parce qu'on va déstocker le carbone que ces braves ruminants ont aidé à stocker dans le sol. Donc il faut aujourd'hui garder les prairies, donc garder les ruminants qui vont avec. On peut décharger un petit peu les prairies, sûrement, c'est pas... Mais il faut avoir des pratiques qui permettent de stocker plus. Donc pour stocker plus, c'est remettre des prairies dans les zones de céréales, c'est d'avoir des cultures intermédiaires et c'est d'avoir de l'agroforesterie. Et au passage, ce stockage de carbone dans les milieux permet de réduire l'empreinte carbone du lait ou de la viande que l'on produit en France. Dernier exemple et point important pour l'élevage, c'est la biodiversité. Vous voyez ici 3 photos de paysages, biodiversité locale, à l'échelle d'une prairie, et puis à l'échelle d'un territoire. Une photo aérienne du bassin de Rennes, par exemple, qui vous montre l'entrelacement qu'il y a entre les haies, les surfaces de prairie, les surfaces de culture, versus un paysage d'open field. Bon, il n'y a pas besoin d'être grand scientifique pour voir que la biodiversité n'est pas la même dans ces territoires. Santé des sols. Quand il y a de la prairie, c'est des sols plus riches en carbone, on vient de le voir. C'est des stocks qui stockent du carbone. C'est des sols qui sont protégés de l'érosion. Ça, c'est des données moyennes en Europe. On perd plus de 3 tonnes de sol sur les sols de culture en Europe, alors qu'on n'en perd quasiment pas sur les sols en prairie. Et puis, c'est plus de vie dans les sols. Ici, c'est les populations d'invertébrés représentées à 90% par des vers de terre. Et puis, chez nous, dans l'Ouest, la prairie, elle a un rôle fondamental. Donc, Luc, ça va te rappeler des choses. Là, c'est l'expertise élevage azote avec Françoise Vertès, qui montre que plus une prairie est restée longtemps implantée dans un paysage, plus elle capte l'azote et évite que cet azote émis par l'élevage parte dans le fossé, dans la rivière et faire des algues vertes.
Et là, c'est plus la prairie est longtemps en place, mieux c'est. D'où un problème d'ailleurs à discuter, c'est que retourner une prairie avant 5 ans, c'est pas là où elle a son utilisation optimale. La prairie, ça aide aussi à réduire les pesticides. D'abord parce qu'elle n'est pas fertilisée, parce qu'elle ne le reçoit pas. Donc vous voyez, dans un territoire où il y a 100% de prairie, il n'y a pas de phyto d'apporter. Dans un territoire où il n'y a pas de prairie, pratiquement toute la surface est traitée. Et puis les graphiques d'à côté, ça vous montre le plan éco-phyto en France, avant et aujourd'hui. Donc le premier bar, c'est avant puis aujourd'hui, dans les systèmes de grande culture. Et puis les deux histogrammes d'à côté, c'est dans les systèmes de polyculture élevage. On voit qu'en polyculture élevage, on utilise beaucoup moins de phyto qu'en culture spécialisée, et ça diminue aussi très vite. Donc c'est très intéressant, l'élevage, il est très intéressant pour réduire l'usage des pesticides. En tout cas, l'élevage de ruminants herbagés. Petite photo juste à côté, c'est pour vous montrer une diversité des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arboriculteurs qui se reposent des questions pour remettre de l'élevage sous les vergers, pour lutter contre les carpocaps, par exemple, ou autres, contre les maladies des fruits et des arbres. Et il y a des résultats qui commencent de sortir intéressants en remettant des poules sous les vergers. Le problème, c'est que l'arboriculteur, il n'est pas éleveur, donc il faut trouver un éleveur qui amène ses poules, comment cet éleveur gagne sa vie, etc. Donc il y a tout un volet économique à réinventer. Mais on voit qu'il y en a des marges de progrès grâce à l'agroécologie et à cette foutue circularité dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut avoir des effets. Dernier point, c'est, on nous dit, mangeons moins de viande, ça sera mieux. Alors on s'est amusé avec des nutritionnistes à l'INRA, c'est publié, on a regardé des régimes où on a réduit la part de protéines animales, jusqu'où on pouvait la réduire, tout en gardant un régime bien équilibré qui apporte tous les minéraux, toutes les vitamines, tous les acides gras essentiels. On arrive aujourd'hui on est à 65% de protéines animales, il faudrait descendre à 50%, mais pas en dessous. Enfin, on pourrait descendre à 50%. Et on voit que sur les différentes classes d'aliments, ce régime simulé, on va dire entre guillemets optimisé d'un point de vue strictement nutritionnel, on mangera 2 fois plus de fruits et légumes, on mangera plus de céréales, on va consommer à peu près la même quantité de produits laitiers, mais on consommerait beaucoup moins de viande, notamment de viande rouge. On consommerait plus d'œufs qu'aujourd'hui, plus de poissons. Le logiciel irait même encore au-delà, mais on a arrêté parce qu'il faut manger du poisson gras. Le problème du poisson gras, c'est que maintenant, il est riche en mercure. Donc, on limite sa consommation. Moins de plats préparés, donc arrêter les pizzas. Moins de produits sucrés, arrêter le coca. Moins de graisse animale. Un peu plus de graisse végétale, mais c'est juste parce qu'on mange plus de fruits et légumes et puis on mange moins de viande. Et puis, moins de boissons sucrées. Mais malgré tout, ce régime-là, qui répondrait, on va dire, à des attentes qu'on entend tout le temps à la radio, etc. D'abord, on ne descend pas en dessous de 50-50 dans le ratio. On voit qu'effectivement, en émissions de gaz à effet de serre, il est moins émetteur. Il fait moins d'eutrophisation, donc moins de pollution des eaux. Mais c'est un régime qui est beaucoup plus consommateur en eau et qui fait perdre en biodiversité. Ben oui, parce que s'il y a moins de bovins, il y a moins de prairies. Donc moins de prairies, c'est moins de biodiversité. Et puis, les fruits, ils sont essentiellement dans des cultures irriguées aujourd'hui. Donc plus on mangera de fruits, plus on aura besoin d'eau pour nous nourrir. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on dit aussi, parce qu'il faut réduire la consommation d'eau en agriculture. Donc vous voyez, les choses ne sont pas si simples et il faut se méfier de ces discours simplistes. Moins de viande et on va tout solutionner. C'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, parce que je vois que je vais avoir juste fini. La réalité de l'élevage et de l'agriculture et de nos systèmes alimentaires est beaucoup plus complexe que ce qu'on entend souvent dans les médias ou qu'on lit dans des journaux. Ça, c'est un premier point. Et donc, toutes ces recommandations hyper simplistes que l'on fait, elles sont fausses. Deuxième point, c'est qu'il faut aller au-delà de l'efficience, c'est bien une approche circulaire et valoriser la diversité de nos systèmes et de nos territoires. C'est une bonne option pour développer des systèmes qui restent productifs, parce qu'il faut rester productif. Moi, je ne suis pas du tout dans une idée de diminuer la production, qui sont peu émetteurs de GES et qui préservent les écosystèmes, voire qui permettent de regagner la qualité des écosystèmes qu'on a perdus.
Il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont incompressibles. Oui, parce qu'on ne peut pas imaginer une agriculture durable, on ne peut pas imaginer des écosystèmes en bonne santé s'il n'y a pas des ruminants pour les valoriser, mais des ruminants à l'herbe, et qui vont émettre un peu de méthane. Donc voilà. Donc ça veut dire, par exemple, quand une vache émet du méthane, au lieu de tout mettre sur sa viande ou son lait, on pourrait dire il y a une petite partie qui reste, qui est aussi liée au fait qu'elle fait de la biodiversité, qui peut avoir un coût, qu'on n'aurait pas avec des tracteurs. Une réduction trop importante de l'élevage de ruminants et donc des prairies aurait des contreparties très, très chères pour la société. D'abord, une perte d'autonomie alimentaire, parce qu'on voit que nos régimes, ils n'évoluent pas tant que ça. Un déstockage de carbone avec retournement des prairies, une perte de biodiversité, une utilisation accrue de pesticides. Ça, personne ne le dit, mais pourtant, c'est ça qui va se passer. Et c'est déjà ça qui se passe. Donc l'élevage doit évoluer, c'est sûr que celui d'aujourd'hui, il n'est pas forcément très durable, donc il faut qu'il évolue, voire qu'il évolue en profondeur pour remplir complètement les rôles qu'on peut lui assigner, mais il est capable de le faire. Un des grands enjeux, ça va être de remettre de l'élevage un peu partout sur le territoire. On n'a pas trop d'animaux en fait, on a trop d'animaux sur certains territoires et plus du tout dans d'autres. Donc c'est retrouver un équilibre, et ça il va falloir du temps, c'est une génération qu'il va falloir pour faire ça. Donc cette évolution est donc relativement lente, elle sera lente, donc il faut des signaux forts de la puissance publique pour entraîner et stimuler des évolutions et les soutenir, et aider les gens à prendre des risques pour le faire. Et pour moi, et ça va faire la transition avec la partie juste après, la prairie, enfin les ruminants et donc la prairie, c'est au cœur des systèmes alimentaires durables. On ne pourra pas imaginer de systèmes alimentaires durables qui sont à la fois régulateurs sur l'eau, régulateurs sur les pesticides, régulateurs sur la biodiversité, qui émettent moins de gaz à effet de serre ou qui stockent plus de carbone s'il n'y a pas de prairies. Ça, c'est une condition sine qua non. Et c'est un des grands enjeux, je pense, pour l'avenir des filières de ruminants en France, c'est de faire attention de ne pas aller vers des systèmes qui sortiraient de l'herbe. Alors, pour finir avec une photo, on peut se poser la question, sans être nostalgique du passé, voilà un exemple, pour moi, typique d'agriculture circulaire, où, sur une même surface, avec une race mixte, on avait du lait et de la viande. En plus, elle était sous des pommiers, donc on avait des pommes, voire un peu de bois, et on avait de la prairie pour faire des services écosystémiques. Donc pour moi, c'est un système qui est vraiment parfaitement circulaire, alors qui a passé de mode. Aujourd'hui, les pommiers, ils sont bas sur tige pour avoir plus de rendement, mais ils sont dans le sud de la France pour beaucoup. Les vaches, c'est plus beaucoup des Normandes, c'est que des laitières qui font plus de viande. Donc on a eu des vaches allaitantes à côté. Donc on a spécialisé. Et on pourrait se poser la question, plutôt que d'avoir un hectare dédié au lait, un hectare dédié à la viande bovine, un hectare dédié aux pommes, est-ce que trois, qui ont été le modèle de développement de l'agriculture jusqu'à présent, est-ce que si on avait aujourd'hui 3 hectares de ce type de système, mais qu'on aurait optimisé par rapport à ce qui se faisait dans les années 60, est-ce qu'on ne serait pas plus productif? Point d'interrogation, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, on n'a pas du tout choisi cette voie-là, et je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu sur ces approches de complémentarité entre productions. Les arboriculteurs qui veulent remettre des animaux dedans, ils ne peuvent plus remettre des vaches parce qu'ils ont des arbres bas pour récolter facilement. Voilà. Donc ils mettent des moutons ou des poules. Voilà. Bon. Donc, je crois qu'on peut prendre 2 ou 3 questions et puis ensuite on enchaîne sur l'exposé de Luc. C'est très compliqué en fait. Le problème n'est pas le... Je dis tout ce que j'ai raconté... je pense qu'il y a du bon sens dedans. 2, agronomiquement, on saurait faire. Il n'y a pas de problème. On a les compétences, on a le savoir-faire. On n'a même pas tellement besoin de recherche, en fait, enfin, en agronomie, j'entends. On a besoin d'évolution dans la société et de lever des freins internes aux filières et aussi à notre vision globale des systèmes. Ça c'est très étudié par la recherche, et c'est là où je disais très rapidement dans ma conclusion, il faut une génération, parce que c'est des choses qui commencent à émerger. Moi, je me rappelle, quand on a fait l'expertise sur l'azote, on n'avait pas dit qu'il fallait repositionner de l'élevage dans le territoire, parce que c'était juste incompréhensible et personne ne pouvait l'imaginer. Aujourd'hui, en Bretagne, il y a une grosse COP qui imagine de remettre des cochons ailleurs qu'en Bretagne.
Donc on voit que les choses évoluent un peu, parce que même chez les acteurs économiques qui sont quand même au fait des contraintes économiques au jour le jour et sur un marché concurrentiel, se reposent des questions. Alors il y a longtemps que la recherche le dit, ça, et j'ai beaucoup de collègues avec qui on travaille sur ces reconnexions culture-élevage. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau local avec des exploitants qui se mettent à travailler ensemble. Alors ça reste local, mais des fois les petites tâches, elles grossissent, quoi. Et après, moi ce que je dis, c'est qu'il faut une vraie volonté politique, et on en discutait à midi, c'est ça que l'on n'a pas aujourd'hui, c'est un pouvoir politique qui dise c'est ça que je veux comme système alimentaire, au pluriel, parce qu'il n'y en aura pas qu'un, mais il y en aura plusieurs, en France, et je me donne les moyens de le faire, et les moyens de le faire, c'est pas de dire, pour faire plaisir à une crise agricole tout de suite, on arrête les co-phyto, parce que, ok, ça va, les gens vont rentrer chez eux, mais ça va rien solutionner. Si on veut ne plus avoir de phyto, il faut réinventer l'agriculture, mais ça va demander 20 ans. Donc, il faut de l'argent pour le faire. Enfin, il faut une volonté politique. 2, de l'argent pour inciter. Et 3, lever les freins dans les filières. Et les acteurs des filières ont des visions parfois très opposées entre les uns et les autres. Même si je pense à peu près tout le monde est bien d'accord pour dire qu'il faut que l'agriculture progresse, mais ils ne voient pas forcément les mêmes voies de progrès. Et la voie de progrès qui consisterait à dire, qui est la naturelle, qui est de dire, c'est l'efficience finalement. Donc, puis on voit bien, c'est le nord de l'Europe est très pesant là-dessus. On va faire comme aujourd'hui, mais un peu mieux. Maintenant, moi je dis, ça c'est pas suffisant. Il faut changer un peu le modèle pour faire un peu mieux. C'est pas que gagner en efficience, il faut faire beaucoup plus d'agroécologie, de circularité. Alors j'utilise beaucoup le mot circularité parce que quand on est à l'Europe, agroécologie, c'est écologie. Alors là, tout de suite, les Hollandais, les Danois, enfin, tous les pays d'Europe du Nord ne veulent pas en entendre parler, en fait. Circularité, ils comprennent qu'il y a du gain à faire, y compris du gain économique, parce qu'on ne bouge, entre guillemets, pas forcément beaucoup la production. On va juste produire un peu autre chose. Au lieu de passer de 80 à 81 quintaux de blé à l'hectare, on va peut-être passer de 80 quintaux de blé à 75, mais à côté, on aura, pendant quelques mois, on va faire 2 ou 3 tonnes de matière sèche, de quelque chose qui servira à nourrir des animaux, donc on fera du lait ou de la viande, quoi. Et ça, c'est un discours qui est entendu à l'échelle de Bruxelles, mais il faut une vraie volonté politique à l'échelle française pour la faire. Donc bonjour à tous. Il est bon quand même, hein. Bonjour à tous, donc lui c'est Jean-Louis Perrault, donc moi c'est Luc Delaby. Je suis donc ingénieur de recherche à l'INRA de Rennes depuis un petit moment, puisque je disais à Michael en arrivant que je me prépare à entamer ma 37e mise à l'herbe. J'espère au mois de mars. 37, la 36e est finie. La saison de pâturage, c'est pas très bien fini, un peu trop humide, mais on va essayer de faire mieux cette année. Et donc là, vous aurez compris dans le propos de Jean-Louis que la prairie est l'avenir de l'homme et de la femme, et qu'on va essayer justement de voir comment on peut pâturer plus et pâturer mieux, c'est-à-dire réussir à faire fructifier cet or vert pour le transformer en or jaune et faire claquer les dollars dans votre poche de pantalon. Comme disent les Irlandais, transformer l'herbe en monnaie. Alors juste avant de commencer, je voudrais juste rendre hommage à un collègue qui est aujourd'hui encore en forme, mais qui malheureusement a 92 ans et qui s'appelle Michel Journet, qui a créé la station de recherche sur la vache laitière à Rennes en 1982, avant les quotas laitiers, et qui a incité un trio de jeunes chercheurs, à l'époque, qui ont aussi vieilli, à savoir Jean-Louis Perrault, Luc Delaby et Rémi Delagarde, à travailler sur le pâturage et voir comment on pouvait produire du lait avec de l'herbe et nourrir une vache laitière au pâturage. Vous imaginez qu'on est en 82, on est quand même un peu à contre-courant, pour pas dire à contre-prairie. Et ce gars-là, avec qui je travaille encore aujourd'hui parce qu'il m'appelle régulièrement et il me fait encore phosphorer, il a dit tout simplement une vérité qui claque aujourd'hui très très fort, c'est de dire que c'est pas parce que l'herbe est une ressource à la fois peu coûteuse et renouvelable qu'il faut la gaspiller, bien au contraire. On va garder ce fil rouge en mémoire durant tout le topo, et on va voir comment effectivement on peut, et comment en pratiquement 35 ans de recherche, en fait on a notablement mieux compris ce qu'était une prairie et comment on pouvait la valoriser au travers le pâturage. Alors très rapidement, parce que ça a été évoqué par Jean-Louis, la prairie et le pâturage, c'est plein d'atouts. Et ce, quelle que soit la surface disponible. Il n'y a pas besoin d'avoir 70 arts par vache pour valoriser de l'herbe. Plus on en a, plus on en valorise, mais
même en ayant peu, il faut ne pas la gaspiller. Alors c'est d'abord un énorme atout pour les vaches, parce que l'herbe, c'est un fourrage de qualité. J'entends par herbe tout ce qui va être couvert herbacé, monospécifique, avec trèfle blanc ou prairie multispécifique, chicorée plantain, tout ce que vous avez envie, vous le mettez là-dedans. Tout ça, ça va être de l'herbe dans mon vocabulaire de cet après-midi. Et cette herbe, c'est un fourrage de très grande qualité. Sachez que c'est le seul fourrage qui se suffit à lui-même pour nourrir des ruminants. Le seul. Tous les autres justifient d'y apporter un complément pour le rééquilibrer. Donc on a affaire à une ration complète naturelle. Diable, mais pourquoi on s'en passerait? D'autre part, vous savez comme moi que les vaches apprécient plus que d'autres d'être dehors, même quand les conditions climatiques sont un peu froides et humides. Et ça, c'est un atout aussi en termes de bien-être animal. Ce qui ne veut pas dire que le pâturage fournit toujours des conditions de bien-être. Il y a des situations un peu compliquées, mais globalement, on est en situation de bien-être positif. Pour l'éleveur, c'est un atout majeur parce que c'est un fourrage peu coûteux. Dans tous les bilans de coûts de ration qui sont faits par nos conseillers d'élevage, à chaque fois, les coûts de production les plus faibles sont ceux qui associent du pâturage jusqu'à 100% herbe dans la ration. Tout simplement parce que avec la vache, vous n'avez pas besoin de récolter, de stocker, de distribuer, de stocker les déjections et de les épandre. Ces 5 actions-là sont faites en une seule grâce au pâturage. C'est la fameuse économie circulaire dont parlait Jean-Louis. Il n'y a pas plus bel exemple d'économie circulaire que le pâturage. Vous y réfléchissez 2 secondes à tout ce qu'il vous a dit juste avant, il n'y a pas plus bel exemple. 70% de ce qui est consommé retourne directement sur la prairie. Les vaches, donc, qui, je vous ai dit, font le job, une barre de coupe à l'avant et un épandeur à l'arrière, disait et dit toujours André Pochon. Et le pâturage, c'est aussi très bien pour la société. Retenez quand même que globalement, c'est une pratique d'élevage qui est souhaitée par nos concitoyens. Je ne dis pas qu'ils sont prêts à payer pour, mais en tout cas, ils exigent d'en voir. Et la mise à l'herbe, ça jalonne l'année. L'herbe, on n'aura pas le temps de discuter, mais ça permet des produits animaux spécifiques, et notamment des teneurs en acides gras polyinsaturés intéressantes, tout comme une onctuosité et une flaveur intéressante en matière de viande. Donc des produits spécifiques intéressants d'un point de vue gastronomique et d'un point de vue santé. Et puis, je vous rappelle que nos citoyens, qui sont des gens qui n'ont plus faim, et quand vous avez plus faim, vous posez des exigences ailleurs sur votre alimentation. Certains exigent qu'il n'y ait plus de pesticides, et d'autres veulent de l'authentique. Et le pâturage fait partie, dans l'esprit de la société, dans l'imaginaire collectif, fait partie de ce qu'on appelle l'authentique. Donc il y a plein de bonnes raisons de pâturer, sauf que, malheureusement, il y a quand même des contraintes, et en règle générale, celui qui gère les contraintes, il est tout seul, il s'appelle l'éleveur. Les premières contraintes sont associées au fait que, et on reviendra là-dessus dans la conclusion, gérer du pâturage, c'est gérer des flux de matière. Il y a de l'herbe qui arrive et il y a de l'herbe qui s'en va. C'est pas gérer du stock. Et on sait qu'il est beaucoup plus compliqué de gérer des flux que de gérer du stock. Et le problème, c'est que ce flux, il est sensible au climat, avec 3 problèmes majeurs. La croissance de l'herbe, dont on va parler pas mal cet après-midi, parce que c'est le moteur de la prairie. La croissance de l'herbe, elle est variable, elle est difficile à prévoir. Deuxièmement, vous savez comme moi que les conditions climatiques peuvent rendre les conditions de pâturage extrêmement complexes. On l'a vu en novembre dernier, où il a été particulièrement compliqué d'aller chercher l'herbe. On n'était pas pire qu'en Irlande, mais on n'était pas loin quand même. Hein. Et puis, il y a un autre souci aussi, qu'il faut bien garder en tête. C'est qu'au pâturage, on va avoir des performances animales qui seront plus variables qu'avec des rations constantes. Or, on est dans un pays, on est dans un état d'esprit, on est dans une culture qui vise la perfection et la pureté. Et si on ne veut pas abandonner ça, on va avoir du mal. Hein. Le pâturage, naturellement, génère des variations de production. Parfois, elles sont excellentes, on est tout content. Parfois, c'est moins bon et ça ira mieux demain. Mais si l'éleveur n'est pas prêt à intégrer le fait que, comme vous, hein, chers étudiants, vous n'avez pas toujours 18 sur 20, hein, je vous le rappelle, et des fois, le lundi matin, c'est un peu plus dur que le jeudi matin. Hein. Eh bien, les vaches, c'est un peu pareil, et le pâturage, c'est un peu comme ça aussi. Donc, des performances variables dont il faut accepter la variabilité. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Puis après, il y a un deuxième problème qui est un peu découlant du premier, c'est le fait que gérer du pâturage, c'est régulièrement remettre en cause les décisions qu'on a prises parce que ce qu'on avait prévu qu'elle allait se passer, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et du coup, notamment parce qu'on est en gestion dynamique des flux. Et ça, je vous ai dit, c'est beaucoup plus compliqué que de gérer du stock. Et puis surtout, nos éleveurs, nos conseillers, manquent de repères faciles à intégrer pour prendre les bonnes décisions. Mais on va voir au cours de l'exposé que, on en a,
et que 2, si on les active, on est quand même gagnant-gagnant. Alors l'objectif d'un éleveur qui veut faire pâturer ses vaches, c'est d'offrir une herbe de qualité facile à pâturer, et ce, le plus longtemps possible. Ça doit être l'objectif. D'accord? Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on va essayer de maximiser les quantités d'herbe ingérées, puisque plus la vache va être capable de manger d'herbe, plus on va la mettre en situation favorable pour manger de l'herbe, plus elle produira du lait, qui est le produit qu'on veut, pour rémunérer l'éleveur, mais aussi pour satisfaire les besoins de l'alimentation humaine, puisque Jean-Louis vous l'a dit, il refuse d'aller manger de l'herbe sur le deuxième plateau du Jura. Et donc, on va essayer de maximiser cette herbe ingérée en offrant à la vache l'herbe la plus facile à pâturer, et ce, le plus longtemps possible. Ce qui fait qu'en fait, sans le savoir, l'éleveur doit considérer simultanément, et c'est là où ça devient à la fois compliqué mais bigrement intéressant, doit à la fois gérer deux espaces de temps, deux échelles de temps et d'espace. On va gérer le court terme, c'est-à-dire la parcelle du jour, le jour considéré. Essayez de faire bien déjà aujourd'hui. Et puis dans un deuxième temps, si on a bien réussi aujourd'hui, on va essayer de faire bien demain, et puis la semaine prochaine, et puis si possible, en juin prochain. Et donc on va devoir gérer le temps plus long, et là on ne va pas s'intéresser à la parcelle du jour, mais on va s'intéresser à l'ensemble de la surface disponible que les Irlandais appellent la plateforme de pâturage. Et on va devoir s'intéresser là au futur proche, c'est-à-dire se projeter demain pour essayer d'être aussi bon, si ce n'est meilleur qu'aujourd'hui. Alors à court terme, une des idées qui a prévalu quand on a commencé nos travaux de recherche avec Jean-Louis et Rémi, c'était de dire, pour faire manger le maximum d'herbe aux vaches, il faut leur en offrir beaucoup. Et effectivement, ça marche. Plus vous offrez d'herbe à manger aux vaches, alors je n'ai pas tout le détail de nos résultats scientifiques parce que je n'ai pas le temps ici, il me faudrait la journée, mais plus on offre d'herbe aux vaches, plus elles en mangent, clairement. Sauf qu'il s'avère que c'est une vraie fausse bonne idée. Pourquoi c'est une vraie fausse bonne idée? Parce que pour que la vache elle en mange 1 kilo de plus, il faut lui en offrir 4 de plus. Ça veut dire que les 3/4 sont du gaspillage. Parce que deuxièmement, vous allez, comme vous en offrez plus par vache, et qu'elles en gaspillent plus, vous allez moins bien valoriser par hectare. Donc la quantité de lait que vous allez extraire de votre hectare sera plus faible si la vache a mangé plus, et bien qu'elle ait produit plus. Ça marche? Parce que vous perdez des jours en gagnant du lait par vache. Et le dernier élément, c'est que vous allez gaspiller, donc vous allez vous retrouver avec des repousses de moins bonne qualité, plus compliquées à pâturer, avec une hauteur sortie qui ne va faire que monter au fil du temps. Donc globalement, on a là affaire à une vraie fausse bonne idée. Il faut qu'on trouve une autre solution pour faire manger le maximum d'herbe aux vaches, tout en valorisant le maximum d'herbe par hectare. Et là, la vraie bonne idée, c'est de trouver le compromis, justement. Et c'est là tout le boulot de l'éleveur. C'est là où il est fort ou pas fort. C'est de trouver le bon compromis. Et nous, on a montré, au travers d'un certain nombre de travaux, que les Irlandais ont mené aussi de leur côté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec des approches différentes, ils arrivent sensiblement aux mêmes conclusions que nous. Il faut essayer avec les vaches laitières, mais globalement avec les bovins, de rentrer dans des parcelles qui font entre 10 et 12 cm de hauteur d'herbe mesurée avec le fameux herbomètre à plateau. C'est à peu près 1500 kg de matière sèche au-dessus de 5 cm. Il faut éviter absolument de rentrer au-dessus de 14. Si vous êtes au-dessus de 14 dans une parcelle, c'est sûrement qu'il y en a une autre après qui va être prête à pâturer. Donc ne pas hésiter à la détourner pour assurer une repousse de qualité. Et puis alors la clé est l'exigence que doit avoir l'éleveur. Il faut que la hauteur sortie, quand vous enlevez vos vaches, représente 45% de la hauteur entrée. On rentre à 12, on sort à 5,5. On rentre à 10, on sort à 4,5. Ça, c'est le minimum. Si vous descendez un peu en dessous, vous aurez plus de lait par hectare, moins de lait par vache. Mais c'est absolument cette clé qu'il faut retenir. Pourquoi? Parce que là, vous avez le compromis entre la bonne valorisation de l'herbe par vache et par hectare et la bonne qualité des repousses, si tant est que le climat est favorable. Donc retenez ces quelques éléments, et ça, c'est du gagnant-gagnant, et c'est le résultat de plus de 30 années de recherche conduite avec mes collègues de Rennes. Maintenant, on va se projeter sur le futur, parce que ce n'est pas le tout de réussir aujourd'hui. L'idéal, ça serait encore de réussir demain, et puis si possible la semaine prochaine. Donc à plus long terme, le problème du gestionnaire de pâturage, ce n'est pas d'assurer la ration de ses vaches, c'est d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. On est vraiment dans la loi de marché, là. C'est-à-dire qu'en gros, tous les jours,
Les vaches qui pâturent, elles vont faire disparaître de l'herbe. D'accord? En broutant et en la transformant en lait. C'est ce qu'il y a dans l'exemple qui est là. Vous avez un troupeau de vaches qui rentre dans une parcelle de 2 hectares, avec un niveau de chargement de 50 arts, de 2 vaches par hectare, soit 50 arts par vache. Elles vont rester 2 jours dans la parcelle. Et chaque jour, comme elles sont 40, elles vont en manger environ 640 kg de matière sèche. Si vous voulez que le plaisir dure encore demain, il va falloir produire 640 kg de matière sèche aujourd'hui, en même temps que ces 640 kg disparaissent, pour assurer la suite de la saison de pâturage. Ça veut dire que sur le reste de votre parcellaire, il faut avoir une croissance de l'herbe qui se balade autour de 32 kg de matière sèche dans le cas où vous avez 50 arts par vache. Donc il y a un équilibre absolument essentiel entre la quantité d'herbe qui disparaît et la quantité d'herbe qu'il vous faut produire pour la remplacer. Et le problème, c'est que cette quantité d'herbe qu'il faut produire pour la remplacer va être dépendante de la croissance du jour et de la surface disponible. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et tout ça se résume en une seule et simple équation, qui est de dire, et c'est l'équation du pâturage, qui est de dire que la croissance du jour fois la surface de la plateforme doit être égale à la demande du jour fois l'effectif animaux. C'est simple comme bonjour. L'objectif, c'est d'obtenir l'égalité. Là, c'est déjà un peu moins simple. Mais vous savez bien qu'obtenir l'égalité, c'est pas toujours simple. Hein, n'est-ce pas, mesdames? À l'échelle de l'animal, ça va se traduire comme ça. Il faut que la croissance du jour fois la surface disponible par vache, ou par vache allaitante, ou par génisse, soit égale à ce que la vache mange, moins tout ce que l'éleveur lui donne à côté. Et ça, chaque terme de l'équation est ajustable par l'éleveur. Et c'est ça qui est passionnant dans le métier. C'est que l'éleveur, il peut jouer à bouger tous les éléments. Et on va voir comment, effectivement, ça peut se faire tout au fil de la saison de pâturage. Je ne vous dis pas, et je vous redis, vous le savez comme moi, quand on joue, on ne gagne pas toujours. Hein, mais on peut s'amuser. Voilà, et ça va nous servir de fil conducteur tout au long de la suite de l'exposé. Voilà un profil de croissance de l'herbe au cours de l'année. Vous avez l'année qui s'écoule de janvier à décembre sur l'axe des X, et vous avez la croissance de l'herbe. Observez. Eh bien, vous voyez que si un élevage a 2 vaches par hectare, soit 50 arts par vache, eh bien, il faut que la croissance de l'herbe soit autour de 32 kg par hectare et par jour pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Mais vous voyez qu'il y a des moments où ça va, puis il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où il y a assez, voire trop, quand on est au-dessus de la ligne rouge, et voire en dessous, il n'y aura pas assez. Le problème, c'est que ça, c'est une année moyenne, et puis il y a des années comme ça, puis il y a des années comme ça. Donc là, déjà, l'éleveur, il doit être déjà assez malin pour s'adapter à tout ça. C'est ça l'art de pâturer. C'est d'être capable de s'adapter à ces situations extrêmement variables d'une année à l'autre, sans parler des variations d'une saison à l'autre. Alors, on va se trouver dans différentes situations qui vont me servir d'exemple pour vous faire comprendre et toucher du doigt tout le problème lié au pâturage. Vous imaginez un élevage qui a 10 hectares et 40 vaches, soit 4 vaches par hectare, un bon niveau de chargement. Si chaque vache mange 16 kg de matière sèche par vache et par jour, elle va faire disparaître, le troupeau va faire disparaître 640 kg de matière sèche. Ce qui veut dire que sur les 8 hectares restants où les vaches ne sont pas, il faut que ça pousse au moins à 32, on l'a vu tout à l'heure. Si ça pousse à 64, eh bien, automatiquement, vous avez un excédent de croissance en regard de la demande. Vous avez un déficit de croissance, en regard de la demande, l'excédent il va arriver après, désolé. Vous avez un déficit de croissance d'environ 128 kg par jour, et du coup, le système est déséquilibré et ça ne va pas durer. Si à l'inverse maintenant, vous avez un élevage qui a, pour une même croissance journalière de 64 kg par jour et par hectare, qui a lui 16 hectares, soit un chargement de 2,5 vaches hectares avec 40 arts par vache, ben, les vaches demandent toujours 640, sauf que cet élevage, il produit 896 ce jour-là. Automatiquement, on va se trouver en déséquilibre, en excédent, et là, le système va mal finir, parce que bien évidemment, il va falloir intervenir. Donc vous voyez, il y a tout un équilibre à trouver entre la demande et l'offre, et que cet équilibre-là, en fait, il faut l'anticiper. Et tout l'art de pâturer, c'est l'anticiper. Donc la surface accessible, elle va beaucoup conditionner vos possibles. Si on reprend ma courbe de croissance juste affichée précédemment, vous voyez que si vous avez 25 arts par vache, on vient de le voir, il faut une croissance de 64 kg d'herbe par jour pour satisfaire la demande. Vous voyez que la période pendant laquelle ça c'est possible, elle est relativement restreinte.
Si vous avez maintenant 50 arts par vache, ben automatiquement, il vous faut moitié moins de croissance par hectare, puisque vous avez 2 fois plus de surface par vache. Donc automatiquement, eh bien, la durée pendant laquelle la croissance de l'herbe va être satisfaisante, au moins pour nourrir vos vaches, elle est beaucoup plus large. Il y aura même un excédent que vous allez pouvoir transférer en période estivale si vous l'avez récolté. Si vous avez maintenant 70 arts ou 100 arts par vache, ben là, vous voyez qu'il suffit de 16 kg de matière sèche par hectare de croissance, puisque vous avez 1 hectare par vache, pour satisfaire la demande. Donc là, la saison de pâturage, elle n'est pas éternelle, mais quasiment, c'est-à-dire qu'il vous avez toute une période très longue pendant laquelle le système herbager va se suffire à lui-même. Et c'est la raison pour laquelle on recommande aux gens de sortir d'autant plus tôt qu'ils ont beaucoup de surface à pâturer. Vous comprenez? Tout ça au nom de l'équilibre entre l'offre et la demande. Si maintenant, vous avez une croissance plus élevée que 32 kg de matière sèche avec 50 arts par vache, ben, automatiquement, vous êtes en situation d'excédent. Donc, automatiquement, il faut relever le chargement, c'est-à-dire réduire la surface de moitié en fauchant, elle servira toujours à quelque chose, pour ramener l'équilibre entre l'offre et la demande en situation d'excédent. Si à l'inverse, vous avez une croissance qui est insuffisante en regard de la demande, eh bien, il faut réduire cette demande. Et pour réduire cette demande, vous avez plusieurs solutions. Une d'entre elles est d'apporter des fourrages complémentaires. Ces fourrages complémentaires vont prendre la place de l'herbe, ce n'est pas dramatique dans la mesure où ça vous fait gagner du temps. Quand les fourrages complémentaires prennent la place de l'herbe qui est disponible et incitent au gaspillage, on est à la catastrophe. On consomme des fourrages et on ne mange pas d'herbe. Mais si par contre on pressent l'arrivée d'un déficit parce que la croissance n'équilibre pas la demande, alors on aura tout intérêt à venir combler le déficit par de l'apport de fourrages complémentaires, que ce soit de l'enrubané ou du maïs en silage, qui vont venir pallier le déficit de croissance et vont permettre d'assurer la pérennité du système. Donc c'est comme ça qu'on arrive, dans toutes les régions de France, grâce au réseau de suivi de croissance de l'herbe, grâce au profil de croissance de l'herbe qu'on arrive à élaborer entre régions, eh bien, à avoir des recommandations en termes d'arts par vache à offrir aux animaux aux différentes saisons de pâturage. Bien évidemment, ces recommandations sont des repères. À chaque fois, l'année étant différente d'une à l'autre, il faudra adapter ces repères. Mais les ordres de grandeur sont là. On ne verra pas de sitôt une croissance de novembre égale à celle de mai. Donc les repères existent quand même s'il y a de la variabilité intra-saison. Je vous ai dit, tous les termes de l'équation sont ajustables. Et parmi les termes, il y avait, souvenez-vous, l'effectif du troupeau. On a dit croissance fois surface égale demande fois effectif. Eh bien oui, l'effectif du troupeau, il est régulable. Alors sans aller dans les systèmes sahéliens où on va abattre des animaux faute de ressources fourragères suffisantes, même si ça arrive parfois des abattages plus précoces que prévu dans certains troupeaux, on peut imaginer un système, notamment dans les systèmes herbagers continentaux, à double saison de vélage. Vous savez que les systèmes herbagers sont souvent recommandés avec une saison de vélage au printemps pour bénéficier de la pousse de l'herbe. Effectivement, il y a bien un pic de croissance en mai-juin. Mais malheureusement, en France, de plus en plus, et notamment sur le continent, et plus on va au sud, pire c'est, eh bien, il y a des périodes estivales qui sont difficiles. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de réduire la demande au travers une réduction de l'effectif durant la période estivale. Et pour ça, on va faire quoi? Eh bien, on va s'arranger pour avoir moins d'animaux à fort besoin durant la période de pénurie fourragère. Alors, la période de pénurie fourragère la plus connue, c'est celle de l'hiver. Mais il y a aussi maintenant celle de l'été. Donc, on se trouve avec 2 saisons de déficit fourrager où il nous faut réduire la demande animale. C'est pour ça que les systèmes herbagers avec les vélages de printemps sont assez bien foutus quand l'herbe pousse en été. Parce que la demande animale, elle baisse quand? Pendant le tarissement, en période estivale. Mais nous, maintenant, on en a 2 qui sont représentés ici par les zones assurées. Eh bien, dans ce cas-là, l'idée, c'est de dire, je vais m'arranger pour tarir la moitié de mon troupeau, alors ça peut être 2 tiers, 1 tiers, mais la moitié de mon troupeau dans les périodes de déficit fourrager. La moitié en hiver, les points rosés, et l'autre moitié en période estivale, comme ça on les enverra paître ailleurs. Et donc, de fait, on va s'organiser pour avoir des vélages à 2 saisons particulières, des vélages très groupés. Il faut jouer sur du 2 fois 2 mois. Il faut être vraiment très très sérieux et très sévère sur la rigueur de cette conduite pour qu'elle fonctionne. Et donc 2 saisons de vélage de 2 mois, et donc du coup 2 saisons de reproduction de 2 mois, pendant lesquelles on va assurer
la continuité du troupeau. Mais on va tarir tout le monde le même jour, de sorte que la moitié des vaches s'en vont ailleurs. Ça permet, pour les grands sentimentaux quand même, qui ont des vaches vides, de les garder, de les transférer vers l'autre troupeau. Ça arrive chez certains, mais globalement, il faut quand même mettre une grande rigueur là-dedans. Ça veut dire assurer des vaches qui se reproduisent très bien. Et là, je vous renvoie vers l'Irlande, parce que s'il y a un pays qui a réussi ce challenge-là en 30 ans de génétique, c'est bien celui-là, avoir des vaches qui se reproduisent comme des lapins. Alors, pour organiser tout ça, pour organiser cette anticipation, eh bien, effectivement, depuis 30 ans, pas mal de chercheurs, et notamment le trio que je vous ai cité précédemment au début de l'exposé, s'est avéré à développer un certain nombre d'outils d'aide à l'anticipation. Parce qu'il n'y a pas pire qu'un éleveur herbagé qui n'a pas anticipé. Parmi ces outils, il y a le fameux grass wedge irlandais, dont je vous ai repris ici un graphique, et pour ceux qui lisent l'anglais, vous pourrez récupérer sur Internet le Grazing Notebook, qui est extrêmement bien fait de la part de mes collègues du TIGAS. Vous voyez au passage que j'ai réussi à détourner une de leurs fameuses pubs que vous connaissez tous, de cette petite bière brune avec une tache blanche qui s'appelle la Guinness. Maintenant, c'est Grazing is good for you. Mais en France, sachez qu'on a aussi développé des outils d'aide à l'anticipation du pâturage. PâturePlan est un très bel exemple qui est intégré aujourd'hui dans APIGRAS et qui permet d'obtenir là aussi un certain nombre de graphiques qui aident l'éleveur à prendre un certain nombre de décisions opportunes sur le temps futur et pas sur la parcelle à pâturer aujourd'hui. On va conclure en disant que réussir le pâturage, réussir sa saison de pâturage, c'est d'abord faire preuve d'observation et de réflexion au service de l'anticipation et de l'organisation. Ça, c'est vraiment les 4 mots-clés qui facilitent la réussite. Parce que pâturer, c'est gérer des flux, et c'est gérer des flux d'incertitude. Et c'est là la difficulté, c'est la raison pour laquelle il faut observer et réfléchir pour anticiper et s'organiser. Et pour ça, eh bien, il y a une autre ressource renouvelable, le jus de cerveau. Il ne faut pas hésiter à faire fonctionner. Mais surtout, il faut mettre de l'intelligence dans le système. Et c'est là où l'éleveur herbager il est fort. C'est quand il réussit à mettre son cerveau au service de son système. Et ça, c'est un système à base intrant, parce que pour l'instant, l'intelligence, ça ne coûte pas très cher, surtout qu'elle est la vôtre. Et je vous recommande pour ça quand même de vous aider avec des estimations et des mesures de croissance de l'herbe, chez vous, dans votre système, compte tenu de vos arts disponibles et pas chez le voisin. Utilisez les outils d'aide à l'anticipation dont je viens d'effleurer l'existence. Ça va vous aider à imaginer, à évaluer, à scénariser des futurs. Et puis surtout, n'hésitez pas à changer d'avis. On dit souvent avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais là, au pâturage, ça s'avère être vrai. Et régulièrement, on va prendre la décision un mardi, et puis le vendredi suivant, et notamment au printemps, on va réviser sa décision parce que, eh bien, il faut adapter la décision au fil du temps, et c'est la raison pour laquelle il faut observer et réfléchir. Merci, et place aux questions. Le plus abouti et le plus simple, c'est Cap2ER aujourd'hui, développé par l'Institut de l'élevage, qui intègre effectivement l'ensemble des émissions. Alors, il est utilisable, donc par définition, il est simple, clairement. Il fait appel à des paramètres pas très compliqués à obtenir en élevage. Après, des simulations et des travaux autour de ces émissions-là, nous, on en a fait pas mal, notamment suite à une expé du pain qui a duré 14 années et qui s'appelle « Quelle vache pour quel système ?», où on avait différents systèmes de production avec plus ou moins de maïs. Les deux étaient quand même très herbagés. Et en fait, une grosse partie de l'histoire, Jean-Louis l'a évoqué, c'est l'unité d'expression des émissions. Si vous faites une expression par kilo de lait produit, grosso modo, plus une vache produit, plus elle est donc alimentée pour produire avec des rations à très haute densité énergétique, donc à base d'ensilage de maïs, moins elle produit de méthane par kilo de lait, mais plus elle produit de méthane par vache présente. Ramener à l'hectare, ça se complique parce qu'il y a des hectares au Brésil. Alors, c'est pas, j'espère pour les Brésiliens, c'est pas 2 hectares de soja, 1,5 hectare de soja pour 1 hectare de maïs, parce que ça serait vraiment dramatique. Nous, on a quantifié ça autour de 0,8. 0,8 hectares de soja pour 1 hectare de maïs cultivé. Mais si on intègre tout, effectivement, les systèmes herbagers sont plus que largement concurrentiels. Et si on ajoute en parallèle de ça le carbone fixé par les prairies,
qui va en partie compenser. Alors, grosso modo, à hauteur du tiers. Alors là, il y a des débats à n'en plus finir sur la quantité de carbone fixée par une prairie dans l'année. Il y a des années où même ça décarbone un peu. Mais là où il n'y a pas de débat, c'est que tout ce qui est stocké, il faut le garder. Ne déstockons pas ce qu'on a stocké. Mais oui, il y a plein d'outils. Et aujourd'hui, il y a, une fois que tu as intégré l'unité de mesure qui change un peu la donne selon la façon dont on calcule, après, il y a de la variabilité dans tous les systèmes. Mais grosso modo, ça se balade entre 0,9 et 1,2 kg de carbone par kilo de lait produit. Plutôt favorable au système herbagé, au bémol près d'une productivité par vache plus faible. Donc, quelque part, s'il faut une vache et demie pour faire le même volume de lait, ça ne va pas aider. Problème de ce raisonnement-là, parce que si on tient ce raisonnement-là, on arrête les ruminants et on bouffe du cochon et de la poule. Je défends le raisonnement qui est lié avec les vaches à l'art. Mais c'est plus facile quand on a des arguments, notamment chiffrés. Non, mais le problème, c'est que si on se base sur l'empreinte carbone, qui est quand même ce qu'on nous impose aujourd'hui, ce sur quoi je me bats, on va aller vers des systèmes de plus en plus intensifs, puisque de toute façon, la méthode est une méthode qui vient de l'industrie, qui est faite pour évaluer des process industriels. Donc plus on aura un élevage industriel, mieux il sera noté par cette empreinte carbone. Et c'est pour ça que je le dis en blaguant, mais si vous regardez l'empreinte carbone, il faut manger du poulet et arrêter absolument les ruminants. Le problème, c'est que les ruminants, ils font autre chose que du méthane, ou quand ils produisent du méthane, ils produisent autre chose que du lait et de la viande. Et c'est ça qu'on a du mal à faire passer dans notre discours populaire. Allez expliquer ça à Nagui, encore une fois, enfin j'ai une dent contre ce mec-là, mais allez lui expliquer que c'est plus compliqué que ça, l'agriculture, et qu'il ne faut pas rester sur un seul critère, parce que même en plus, effectivement, les systèmes herbagés, ils peuvent être très bien placés sur un empreinte carbone, à condition qu'on compte le stockage de carbone par la prairie ou les infrastructures qui sont associées, les haies, etc. Le problème, c'est que dans la méthode officielle, c'est pas compté. La méthode officielle ne compte que les émissions. Donc, il y a tout un discours qui est de dire intensifions la production laitière. Alors, c'est plus facile en lait qu'en viande, mais intensifions la production laitière, on va baisser le coût carbone de notre litre de lait, surtout si à côté on fait un peu de méthanisation ou beaucoup, là ça va être très efficace. Et sur une empreinte carbone, il n'y a pas grand-chose à dire, le raisonnement tient la route. Sauf que derrière, on ne fera plus de biodiversité, ou on va en dégrader, on va déstocker le carbone qui est stocké dans le sol, Luc l'a bien dit. Premier obligatoire, c'est de conserver le carbone qui a été stocké. Donc il faut avoir un discours beaucoup plus complet qu'uniquement l'empreinte carbone, parce que sinon, on va arriver on arrive à des erreurs de raisonnement. Et dans les cercles scientifiques, moi je dis qu'il faut arrêter d'évaluer les systèmes d'élevage avec l'ACV, parce que c'est une très mauvaise méthode, il faut l'évaluer avec autre chose. Et il se trouve qu'il y a un rapport qui vient de sortir, qui a été demandé par ces 60 millions de consommateurs, et c'est 4 agronomes qui l'ont fait, dont Marc Benoît, que tu connais de Merco. C'est des gens qui ne connaissaient pas l'élevage et qui ont juste écrit ce que je dis tout le temps, moi, pour l'élevage, mais eux, ils l'ont fait au niveau des prairies, ils disent, enfin des cultures. Il faut changer notre façon d'évaluer les choses, parce qu'on va dans le mur si on n'évalue que sur cet angle-là. Alors, il y a un bon exemple de ça, moi je prends toujours l'exemple des scénarios Solagro et des scénarios TIFA, 10 Years for Agroécologie de l'IDRI. Le scénario Solagro, c'est il faut baisser l'empreinte carbone de l'agriculture. Donc, baissons l'empreinte carbone de l'élevage, puisque c'est plus important que les cultures. Donc, réduisons l'élevage. Et dans l'élevage, ce qui émet le plus, c'est les bovins. Donc, cassons du bovin et mangeons, ce que je vous ai dit juste avant, du cochon et encore mieux du poulet. Bon. Il y a une deuxième vision, qui est la vision de l'IDRI, qui est de dire faisons une Europe agroécologique. Donc, un peu dans celle qu'on peut imaginer, c'est demain, on fait un système agricole avec plus de pesticides et plus d'engrais de synthèse. Donc on vit avec la fixation de l'azote par les légumineuses, on va produire moins de céréales, mais dans leur système, ils disent « mais il faut attention, dans notre scénario, il faut maintenir de la prairie, parce que la prairie, elle régule les flux d'eau, elle régule les flux d'azote, elle fait de la biodiversité, mais si on maintient de la prairie, il faut des ruminants. Mais comme on va produire beaucoup moins de céréales, parce que les rendements vont baisser, puisqu'on va être... Enfin, c'est du bio, quoi, ce qu'ils proposent. Eh ben, il faut casser du cochon et du volaille et garder que les ruminants. Donc, vous voyez, un même problème, et ils arrivent à baisser les gaz à effet de serre de l'élevage, puisqu'il n'y a plus les gaz à effet de serre des monogastriques.
deux hypothèses de départ différentes, deux conclusions diamétralement différentes. Parce que les deux sont hyper caricaturaux dans leur approche. Donc moi, je milite vraiment pour qu'on ait une idée de l'empreinte carbone de notre lait, parce qu'il faut la baisser, ben c'est très bien, bien sûr, faisons-le, mais ne prenons pas des décisions politiques uniquement à partir de cet outil qui nous fait passer à côté de ça. Enfin, voilà, c'est clair. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Le fait de cloisonner les approches, quand on parle d'environnement, c'est une situation qui va à la perte. Parce qu'on va inexorablement, en se polarisant sur le carbone, perdre d'autres atouts environnementaux qu'on pleurera demain et pour lesquels on remettra en place d'autres choses. Je pense notamment à la biodiversité. Donc il faut absolument militer contre l'abandon de ce regard monolithique sur des problèmes environnementaux. L'environnement, tout le monde vous dit que c'est global. Puis après, il s'enferme dans le problème du carbone. Et on va avoir le même problème avec les batteries, j'en suis quasiment sûr. Oui, suis quasiment sûr. Avec une approche aussi monolithique que de dire pour supprimer l'essence, on va mettre de l'électricité, on va tout droit à d'autres problèmes. Le problème majeur, ce n'est pas la taille du troupeau. On connaît dans le monde des troupeaux laitiers de 400, 500, 600 vaches laitières qui pâturent. Donc c'est faisable, et nous au pain actuellement on a une expé, on pâture avec 165 vaches laitières en un seul troupeau. Sauf qu'il leur faut 100 hectares d'un seul tenant. Voilà le problème. C'est, je vous disais, la structure. Nous on a 165 vaches, on a à peu près 90 hectares d'herbe pour elles. C'est ce qu'il nous faut à peu près, on est autour de 55 hectares par vache. Ben, il faut les avoir, quoi. Alors, comme dit mon collègue directeur du pain, à l'époque de Louis XIV, c'était pas compliqué. Il disait, tout ça, c'est à moi. Comme ça, il avait le parcellaire qu'il voulait, Louis XIV. Et puis nous, on en a hérité, mais tout le monde n'a pas bénéficié de l'héritage de Louis XIV. Donc, le problème majeur pour pâturer avec un grand troupeau, c'est d'avoir la surface accessible. Après, on peut pâturer, mais pas être forcément 100% herbe. Ça veut dire que la surface accessible, elle peut être plus faible, mais qu'on pâture quand même longtemps dans l'année. C'est-à-dire qu'on sort longtemps, mais on est à mi-régime. On va rester la nuit à la maison ou donner une ration complémentaire. Donc je vous ai dit au début de l'exposé, l'herbe, le pâturage, c'est intéressant, quelle que soit la surface accessible. Et alors l'affouragement en verre, ben, on fait la moitié du chemin quand on fait de l'affouragement en verre. C'est-à-dire qu'on va avoir des prairies. Donc tout ce qu'on a raconté autour du bénéfice prairie, que ce soit un bénéfice environnemental ou un bénéfice économique, par exemple autour de l'autonomie protéique, tout ça, ça va être gagnant. On va même pouvoir aller chercher de l'herbe plus loin que n'iraient les vaches. Donc là, il y a Sauf que derrière, il y a une contrainte matérielle, il y a une contrainte temps. Quand les vaches font le job, ben vous pouvez faire autre chose. Mais oui, l'affouragement en verre, c'est une solution envisageable chez les gens qui veulent de l'herbe, mais qui n'ont pas malheureusement la surface accessible pour avoir suffisamment d'herbe pâturable. Après, en surface accessible, moi j'attire votre attention sur le fait que quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit que toute la surface accessible n'est en fait pas accessible parce qu'il y a des cultures sur des surfaces qui pourraient être en herbe. Ça, c'est quand même un problème. Quand un éleveur il a un tiers de sa surface accessible en céréales ou en maïs et qu'il vous dit « je ne peux pas pâturer plus », on se demande si effectivement il ne ferait pas bien de faire un petit effort pour pouvoir pâturer plus parce qu'il a la surface. Donc ça, il faut y prêter attention, c'est-à-dire quelle est réellement ma surface accessible, sans aller forcément à 1 km. Mais les grands troupeaux, c'est le problème majeur. Et ça, c'est vrai qu'en France, c'est pas. Je veux dire, je n'ai pas de baguette magique. Hein, dans certaines régions, c'est compliqué. C'est plus facile de pâturer 100 hectares dans le Jura que de pâturer 100 hectares aux bordures de Laval. Ça, c'est clair. Hein. Je ne sais pas si c'est une décision politique qu'il faudrait pour remettre de l'élevage dans les zones céréalières. Je ne suis pas complètement sûr qu'une injonction politique suffirait pour faire ce qu'on voudrait. Par contre, ce qui est très possible, c'est d'abord qu'ils en aient besoin pour des raisons de structure de sol et de matière organique. Et que du coup, ça revienne chez certains pour assurer la pérennité de leur système de grande culture. Et là, moi, je vois assez facilement le retour de l'élevage sans sa partie la plus compliquée, qui est la partie reproduction, à savoir assurer qu'une vache est gestante et qu'elle vèle. Ça, c'est la partie la plus compliquée de l'élevage. Et c'est comme ça qu'on voit se redévelopper des systèmes d'élevage d'engraissement ou à l'herbe dans des zones de grande culture. Dorothée
de chez Charal, qui est là aujourd'hui pour venir nous écouter, qui a développé un système à base de croisement Angus, connaît des éleveurs du Dijonais qui ont remis des animaux dans leur système, mais des animaux pour lesquels ils n'ont pas la fonction reproduction à assurer parce que c'est la plus compliquée. Donc ils font de l'engraissement, et comme ces animaux-là, il n'y a qu'à les regarder brouter, et puis c'est bon, ça leur va bien. Mais donc ça, c'est une idée. Puis la deuxième idée qui voit le jour, alors on en parle énormément, mais c'est anecdotique, ben c'est le retour d'éleveurs en système herbagé, en système céréalier, c'est-à-dire des gens qui sont là avec un troupeau, et qui vont s'installer dans une ferme, mais qui sont propriétaires de leur troupeau, mais pas propriétaires des terres. Mais ça, c'est anecdotique aujourd'hui. C'est quelques éleveurs, quoi, notamment des moutonniers, comme il y avait dans le temps en Île-de-France. Mais moi, je ne vois pas... Ça va être compliqué de remettre de l'élevage là où il a disparu, si ce n'est pour des raisons de survie. Agronomique, j'entends. Hein. Si, diversification. Et de diversification pour réduire la phyto, pour avoir plus d'herbes, pour avoir des légumineuses, etc., etc. Et je crois assez au jumelage entre l'engraissement et ces céréaliers-là. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean-Louis, c'est quand même paradoxal qu'on ne produise pas plus de viande en France avec autant de moules à veau, quoi. Cette reconnexion, il faut une volonté politique parce que quelque part, il faut donner des signaux. Mais moi, je crois beaucoup au rôle des acteurs économiques. Alors, soit les acteurs économiques, c'est des agriculteurs qui décident de le faire, et Luc l'a bien dit. Et il y a, au Salon de l'Agriculture, là, il y aura d'ailleurs une session sur le stand d'INRA, je crois que c'est le jeudi, où il y aura des exposés sur ces aspects reconnexion culture-élevage, qui est un problème qui se pose. Et il y aura, je pense, une expérience revenant de Belgique, où ils ont remis des troupeaux de moutons dans des zones céréalières, justement pour amener de la matière organique dans les sols. Et du coup, ils se sont débrouillés pour pâturer des cultures intermédiaires, pour pâturer les chaumes, pour éventuellement pâturer le blé au stade avant début de montaison, pour récupérer 1 tonne ou 2 de matière sèche à l'hectare. Enfin, il y a plein de blé en herbe. Voilà, c'est le blé en herbe, mais qui ne gêne pas la production après, ou très très peu. Alors, mais ça, on va dire, c'est des exemples qui existent. Alors, le fait qu'ils existent, et il y a eu des projets de recherche en France là-dessus qui sont financés, donc il y a des choses qui se passent. Ça reste très marginal, mais c'est quand même des signaux faibles qui montrent qu'il y a des céréaliers qui se sont vraiment posé la question de remettre de l'élevage pour des raisons de matière organique des sols. Pas trop pour gagner plus d'argent, en fait, mais pour la matière organique des sols et la fertilité, parce que même eux, ils commencent à se rendre compte que l'urée et l'ammonitrate, ça coûte cher. Après, moi, je pense beaucoup à des initiatives entre grosses coopératives, parce que le problème de remettre de l'élevage dans une zone où il a disparu, il est double. Un, on a perdu la culture, donc il n'y a plus le savoir-faire. Il n'y a plus les vétos. Et puis, il n'y a plus les infrastructures, il n'y a plus les abattoirs, il n'y a plus... Et ça, il faut le remonter. Mais ça, ce n'est pas un groupe de 10 éleveurs qui peut remonter un abattoir. Enfin, on peut peut-être imaginer l'abattoir mobile avec un camion, mais ça restera très marginal. Il faut vraiment des structures. Et je pense que des grosses coopératives ont les moyens d'investir pour faire ça. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont ça dans leur tiroir en tant que projet, et en tout cas, ils réfléchissent. Après, pour faire travailler une coopérative spécialisée en élevage et une coopérative d'une autre région en grande culture, c'est pas toujours si simple que ça, parce qu'il y a des enjeux économiques. Mais on voit que des choses apparaissent. Et puis, comme le dit Luc, si on remet de l'élevage dans un certain nombre de territoires, il faut que ce soit de l'engraissement. Parce qu'il y a toute la matière première pour engraisser. Et engraisser, c'est relativement facile. Hein. C'est plus facile que le pâturage. Hein. On a des rations toutes faites, que ce soit en mouton, en bovin, en porc ou en volaille. Je pense que si on remet de l'élevage quelque part, ça sera plutôt de l'engraissement qu'un élevage complet avec la repro, sachant qu'on a dans les zones d'élevage classiques, on a des éleveurs de très bonne qualité qui maîtrisent bien leur sujet et qui savent très bien gérer la repro en général, quoi. Je dirais que les acteurs, en tout cas ceux de la transformation, ils savent déjà gérer la variabilité. Hein. Ils sont globalement... par exemple, quand on faisait des essais, Luc a parlé tout à l'heure sur les fromages des systèmes herbagés,
la qualité du lait, enfin qualité technologique, hein, j'entends, du lait varie énormément, et les industriels, ils savent faire un fromage ou du beurre en fonction du lait qui arrive dans les camions. C'est même d'ailleurs très difficile de faire une expert avec eux en disant mais on veut que vous ne changiez pas vos process parce qu'on veut tester notre lait. Et ils disent mais non, vous avez votre lait il est A ou il est B et j'adapte mon process pour faire du camembert. Donc ils savent gérer. Ce qui les embête beaucoup en fait, les industriels, c'est ils ont des outils très lourds, très capitalistiques. Peut-être d'ailleurs pas encore assez chez nous par rapport à nos voisins, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas assez compétitif, mais peu importe. Ce qui les gêne beaucoup, c'est les grosses variations de volume à traiter entre les périodes de l'année. C'est pour ça que beaucoup de laiteries n'aiment pas du tout les systèmes herbagés, parce qu'elles assimilent le système herbagé à ce que disait Luc. Vous faites véler vos vaches au mois de février, donc vous avez votre pic de lactation en mai-juin quand il y a de l'herbe, et puis il n'y a plus rien du tout au mois de novembre-décembre. Ça, notre filière laitière n'est pas du tout adaptée à ça, ce qui est très différent de la filière irlandaise, où ils ont intégré, quand ils ont conçu leur filière, dans leur outil, ils ont conçu que la laiterie ne fonctionnerait pas pendant 2 mois par an, ou 3 mois, enfin je dis 2 mois, mais Luc, tu préciseras. Et donc, ils ont calculé leur amortissement en fonction de ça, quoi. Aujourd'hui, Lactalis est en train de refaire une tour sur cran. Ils n'intègrent pas du tout qu'ils vont avoir une fluctuation de production au cours de l'année. Ils intègrent que tous les jours, ils auront tant de milliers ou de dizaines de milliers de litres de lait à traiter dans la tour qui est en train de se reconstruire. Et ça, c'est un vrai problème et c'est vraiment très compliqué parce qu'on est dans un des nœuds d'organisation de filière. C'est d'avoir dans des systèmes où il faut gérer pour les agriculteurs une certaine variabilité, sachant qu'en face, on sait gérer une variabilité qualitative, mais on ne sait pas gérer une variabilité quantitative. Même si, dans le cas du lait, il y a des trafics, entre guillemets, des camions qui circulent d'une laiterie à une autre quand même. Ils ont quand même... Des fois, ils crient en n'ayant pas trop mal pour imposer plus de choses. Après... C'est en partie un des atouts de la double saison de vélage. Hein. Oui, bah oui. C'est qu'elle va bien écréter le pic de printemps en reportant sur une partie hivernale et une partie estivale. Mais effectivement, après, il ne faut pas qu'on oublie non plus que tous les pays laitiers ne sont pas dans la même situation économique. Hein. L'Irlande exporte 90% de son lait. Donc a besoin de produire toute l'année que 10% à 15% de sa consommation. Et il y a des éleveurs irlandais qui sont rémunérés pour faire du lait d'hiver. C'est les seuls, ils sont 15%, ils sont tout seuls au milieu de nulle part, mais ils sont rémunérés pour ça, et ils sont 15% du volume seulement. En France, on consomme 60% de notre volume de lait produit. Donc on a une demande qui est beaucoup plus stable que n'est la demande irlandaise. Et les Irlandais ont une approche filière qui est plus puissante que la nôtre, clairement, qui est moins cloisonnée que la nôtre. Et ils disent très bien qu'ils ont des infrastructures qui sont surdimensionnées en regard de certaines périodes de l'année, novembre, mais pire c'est décembre et janvier où c'est fermé, de toute façon la moitié des gens sont en vacances, et l'autre moitié entretient tant bien que mal les infrastructures, parce que les gens trépas. Mais on ne pourra pas faire ça en France, moi j'y crois pas, parce que la consommation de lait en France, elle est trop importante en termes de stabilité, puisqu'on mange, je dis, plus de 60% de ce qu'on produit, quoi. Et on produit des produits frais. Et on consomme pas mal de produits frais. Du coup, mais c'est vrai que les infrastructures industrielles agroalimentaires, elles tolèrent les variations de qualité et tolèrent beaucoup moins les variations de volume, hein, ça c'est sûr. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de variation et qu'il n'y ait pas de répartition entre éleveurs. Hein. Mais moi, je crois assez à la double saison de vélage par rapport, entre autres, à cette question-là, qui n'est pas parfaite. On ne produit pas 8,5% tous les mois, mais elle écrète quand même terriblement bien les problèmes associés au vélage de printemps sur 3 mois.